Bienvenue dans le podcast Ma vie de freelance. Je suis Christophe Momer, freelance en développement C#, .NET et formateur. Si vous ou votre entreprise avez des besoins autour des technologies .NET, comme de la formation, de l'accompagnement ou du développement, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@hts-learning.com ou par mon site web https://hts-learning.com. Vous trouverez sur mon site également toutes mes formations en VOD. Maintenant, place à l'épisode. Dans ce podcast, j'ai décidé de partager sans concession et sans langue de bois mon expérience freelance, les hauts comme les bas. Dans cet épisode, je vais vous parler de la création de la structure pour exercer en freelance. C'est assez courant en fait, quand on veut se lancer en freelance, on se pose tout le temps la question, quelle est la meilleure structure, quelle est la meilleure forme juridique pour exercer mon activité, l'auto-entreprise, la SASU, le URL. Il faut dire qu'en France, on a plusieurs façons de se lancer. Alors cet épisode sera bien entendu assez franco-français dans la création des structures, vu que pour ceux qui sont à l'étranger dans d'autres pays, ils n'ont pas ces formes juridiques. Ici, je ne vais d'ailleurs pas donner de formule magique, désolé pour ceux qui cherchaient la réponse universelle de c'est telle structure qui est la meilleure pour se lancer en freelance. Je vais simplement parler de mon expérience, des différentes étapes par lesquelles je suis passé et des pièges et des améliorations que j'ai rencontrées en passant d'un à l'autre. Tout simplement. On va commencer par se replacer au tout début de mon freelancing, à savoir début 2019. Alors si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que j'ai commencé mon activité de freelance à plein temps en fin 2019, mais c'est pour ça que je remonte volontairement début 2019, parce que début 2019, j'étais encore salarié, et c'est là en fait qu'a commencé à germer cette idée de devenir freelance. Et vu que je ne quitte pas la proie pour l'ombre, que je ne suis pas quelqu'un qui va prendre des risques inconsidérés parce que j'ai une famille à gérer et que pour le coup mon revenu en tant que salarié représentait une part assez importante des revenus sur lesquels on vivait en tant que foyer, notamment par rapport à ma femme et mes enfants, il fallait qu'on se lance, tout du moins il fallait que je me lance plutôt avec un minimum de sécurité sur la garantie de pouvoir à minima conserver le même niveau de vie. Donc, début 2019, qu'est-ce qui se passe ? Cette idée commence à germer et je me suis dit, il faut que je teste le freelancing. Bien entendu, je ne pouvais pas tout simplement démissionner et partir pour lancer ma société en me disant est-ce que ça va marcher ou pas et on verra bien au petit bonheur la chance et s'il faut, je redeviens salarié. Donc, la meilleure solution à ce moment-là pour pouvoir tester si ça me convient ou pas, c'était bien entendu l'auto-entreprise. Ce dispositif est assez flexible et peut donc être cumulé avec un salaire. Et typiquement, si toi aussi tu te poses maintenant la question, est-ce que le freelancing est fait pour moi ? Est-ce que je vais pouvoir vivre de ça, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse et que tu es actuellement salarié en CDI, je t'invite à faire un petit peu comme moi, aller tâter le terrain et faire en fait une auto-entreprise en parallèle de ton activité de CDI. Alors attention, certaines sociétés veulent essayer de bloquer ce type de choses en mettant des clauses de non-concurrence et tout ça. Il faut être très vigilant parce que généralement, j'ai rencontré beaucoup trop souvent des ESN qui font ça et qui bloquent en fait la personne en l'empêchant d'aller faire son auto-entreprise et en gros les clauses sont tellement abusives qu'elles sont réputées non écrites, ce qui veut dire tout simplement qu'elles ne sont pas applicables et même s'il y aurait un litige, ces clauses ne pourraient pas être retenues dans le cadre du litige pour faire appliquer les droits de l'ESN. Cependant certaines sont très malines et vont bien cibler la clause de non-concurrence, donc petit point de vigilance pour ceux qui veulent se lancer en auto-entreprise pour tester en parallèle de leur CDI. En fonction de votre société, n'hésitez pas à faire des recherches. Alors peut-être pas forcément aller en parler à votre direction parce que eux vont pas forcément vous dire qu'ils sont d'accord parce que ils partent du principe que si vous testez et que ça vous plaît, vous allez quitter leur rang, donc ça ne pourrait pas leur plaire. Mais faites vos recherches par rapport à vos contrats, posez des questions éventuellement à un juriste et ce genre de choses pour vous assurer que vous pouvez le faire en toute sécurité. Moi, vu que j'étais chez un éditeur de logiciels et que la direction était assez ouverte et assez humaine à ce niveau-là, c'était une petite structure, une PME d'une centaine de personnes, pour le coup, je n'ai pas eu besoin de me poser cette question. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon auto-entreprise.
qui était axé formation au début, parce qu'en fait c'était une première chose que je voulais tester, et je me suis donc pris des congés payés sur mon CDI pour aller faire une mission de formation. Et j'ai fait donc 2 missions, celle où je suis parti en Afrique de l'Ouest au Togo, et une où est-ce que j'ai fait une formation avec un organisme de formation pour tester si la formation me convenait. Et en fait, c'est là que j'ai pu découvrir que ça me plaisait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que vu que ça me plaisait, j'en ai parlé avec les autres freelances qui faisaient partie de mon entourage à cette époque-là dans mon CDI. Il y en avait 2, un qui était externe, qui était vraiment externe, qui intervenait périodiquement, tout du moins quand moi j'y étais, et un qui était plus interne, c'est-à-dire c'était un freelance, on va dire, long terme, qui était là dans l'entreprise depuis longtemps. Donc forcément, vu que je leur ai dit, je vais avoir envie de me lancer, je leur ai posé la question, c'est quoi votre forme juridique ? Et là, pour le coup, les deux m'ont dit, on est en SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. En gros, je me suis pas vraiment posé de questions, mais ils m'ont distillé, en fait, dans mon esprit, comme quoi, eh bien, si tu veux être un freelance et avoir une certaine, passer pour quelqu'un de sérieux, il faut que tu aies une personne morale. Parce que oui, en France, c'est pas forcément le cas d'ailleurs de tous les pays, et encore une fois, ça varie vraiment, mais là ici, je prends vraiment l'exemple de la France. On a des sociétés, quand on crée une entreprise, ça devient une personne morale, c'est-à-dire qu'elle a sa propre carte d'identité, son cabis, qui représente donc cet individu, même s'il est non physique, que ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut boire le café, c'est quelque chose de virtuel, on va dire ça comme ça représente une entité indépendante de soi-même. Alors que avec l'auto-entreprise, c'est la personne physique qui crée une activité et qui devient du coup sa propre entreprise. Donc en fait, quand on a une auto-entreprise, et c'est d'ailleurs à cette époque-là, quand je me suis lancé, il y avait encore le EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, je ne sais même pas si ça existe encore de nos jours ça, qui permettait de dire je me lance en tant qu'individu, mais je veux protéger une partie de mon patrimoine, et ce que prévoyait tout du moins à cette époque-là cette structure-là, c'était de pouvoir protéger notamment sa résidence principale, pour éviter que si on faisait des gaffes dans notre exploitation, on ne puisse pas nous saisir notre résidence principale pour rembourser les torts qu'on avait causés. Donc, en gros, ils m'ont simplement soufflé l'idée comme quoi, si tu veux passer pour un freelance sérieux, il faut que tu aies une vraie société, que tu aies une personne morale. Et quand j'ai commencé à rechercher un petit peu plus d'informations, le freelance qui venait de l'extérieur, qui avait quand même pas mal d'expérience en termes d'années d'expérience de freelancing, m'a dit voilà la carte de visite de mon comptable, qui est donc un comptable qui fait tout pour optimiser fiscalement ta société et avoir le meilleur rendement et la meilleure structure et tout ça. Va le voir de ma part, tu auras un tarif privilégié et tu pourras te lancer grâce à lui. Donc, forcément, je n'avais pas vraiment beaucoup d'informations, donc j'ai été voir ce comptable. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, par définition, un comptable ne va jamais vous pousser vers une structure vers laquelle il n'a pas d'intérêt. C'est très très peu courant d'avoir un comptable très humaniste qui va vous dire, selon votre situation, je pense que le mieux c'est l'auto-entreprise, parce qu'en fait il n'a absolument rien à y gagner. Donc ce premier rendez-vous, qui était en sorte gratuit, sur lequel il a pris 1 heure de son temps pour m'expliquer le fonctionnement des sociétés, la SASU et le URL, il m'a même pas parlé de l'auto-entreprise, parce que si je décidais de partir de chez lui en disant je vais faire mon auto-entreprise, il aurait perdu lui 1 heure de son temps et il n'aurait pas eu un client. Donc forcément, il m'a mis sur la table la SASU et le URL, fin 2019, en m'expliquant que le URL c'était très bien pour se tirer des revenus, mais que c'était quand même assez imposé, alors qu'avec la SASU, les dividendes n'étaient qu'à la flat tax de 30%, que c'était le meilleur moyen d'avoir de l'argent qui n'était pas trop taxé, et qu'il fallait donc se verser un tout petit salaire en tant que président rémunéré pour avoir les minima sociaux, avoir donc accès à la sécurité sociale, et avoir accès, on va dire, au minimum de droits sociaux en France, et le reste se le prendre en dividendes. Et en fait, de par la naïveté que j'avais à cette époque-là, je me suis dit, il connaît forcément mieux que moi ce qu'il a à dire, ce qui, du coup, avec le recul, ne me semble pas forcément approprié. Et j'ai donc dit, écoutez, je vais faire les démarches pour créer la SASU et je vais vous prendre comme comptable et vous m'enverrez votre lettre de mission. Donc, si je récapitule, j'ai ouvert une auto-entreprise début 2019 et fin 2019, je veux donc ouvrir une SASU. Donc forcément, ce que je fais, c'est que je ferme mon auto-entreprise. Point assez important dans cette histoire, vu que j'ai ouvert ma toute première auto-entreprise début 2019 et que par défaut,
On a droit à la réduction des charges sociales auprès de l'URSSAF, qui permet de réduire en fait le pourcentage qu'ils vont prendre sur le chiffre d'affaires. J'avais déjà consommé ce droit-là avec cette première auto-entreprise, ce qui veut dire que pour ma SASU, je n'y avais pas le droit. Lui me l'avait présenté en disant, vous voyez, vous ne paierez pas trop de charges sur votre salaire, parce qu'en fait, il n'était pas forcément au courant de ça. Je ne lui avais pas parlé de cet épisode d'auto-entreprise qui avait été créé au préalable. Donc il m'a dit, voilà, un papier, vous faites cette démarche auprès de l'URSSAF, et comme ça, vous, sur vos salaires, même s'ils sont petits, pendant un an, vous allez payer moins de charges sociales et vous allez donc avoir plus de net. Et donc dans son calcul, ça semblait être assez intéressant parce qu'en fait, il m'a dit, pendant un an, vous allez en fait avoir un petit peu, vous allez devoir vivre sur vos économies de ce que vous aviez précédemment. Par contre, quand la première vague de dividendes va tomber après un an d'activité, parce que les dividendes sont versés à chaque exercice annuel, après avoir calculé le bénéfice, c'est là qu'on fait le versement des dividendes, eh bien, il m'a dit en gros, vous allez galérer pendant un an, puis après vous allez avoir votre première vague de dividendes, et cette première vague va vous permettre de remettre de côté et de revivre vos économies pendant un an, et ainsi de suite. Et normalement, vous allez gagner plus d'argent que ce que vous allez dépenser, donc vous allez en fait faire grossir votre patrimoine comme ça. Sur le papier, ça semblait tenir le coup. Donc, j'ai fermé mon autre entreprise et j'ai ouvert une SAS, surtout qu'il m'avait dit, vu que vous avez réussi à négocier une rupture conventionnelle avec votre employeur, donc en fait j'ai pas démissionné, j'ai eu une rupture conventionnelle, je vais donc ouvrir les droits au chômage. Et à fin 2019, maintenant ça va peut-être changer parce que je sais qu'ils sont en train de passer en mode chasse aux sorcières et de réduire la partie chômage, mais fin 2019, on allait à Pôle emploi avec un dossier en disant je vais créer une entreprise, et le Pôle emploi nous mettait deux options sur la table, soit vous prenez votre chômage pendant 2 ans, soit vous prenez 50% de ce que vous avez droit en termes de chômage et on vous le verse en 2 fois. Et là, le comptable m'a dit, il faut juste savoir que si vous prenez le chômage sur une base mensuelle, il y a des risques que l'URSSAF détecte qu'en fait vous aviez la possibilité de vous verser un salaire et que donc il communique avec Pôle emploi et que de fait vous auriez perçu indûment le chômage pendant X temps parce qu'en fait il y a beaucoup d'argent dans la société et qu'au lieu de vous verser un salaire, vous l'avez laissé dans votre société pour vous verser des dividendes pour être moins taxé et avoir les avantages du chômage, notamment par rapport à la mutuelle. Donc, de fait, on vous recadre et vous remboursez les droits de chômage indûment perçus. Donc il m'a fait un peu peur avec ça, il m'a dit, moi je serai vous, je peux pas vous dire quoi faire, je peux pas vous dire si ça va arriver ou pas, mais vous êtes plus safe avec la prise du capital en 2 fois. Donc, j'ai ouvert une SASU et j'ai choisi cette option de me verser le capital en 2 fois. C'était 12 000 euros, donc 2 fois 6 000 euros, une fois à l'ouverture, et une autre fois également, c'était 6 mois plus tard si la société est toujours en vie. Jusque-là, ça semblait être assez intéressant, donc comme je l'ai dit dans les épisodes précédents, par rapport à avec le Covid et tout ça, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à me verser un salaire. Après avoir ouvert ma société en septembre 2019, je me suis versé un salaire à partir de janvier 2020. Et le salaire, il m'avait dit, vous avez juste à prendre 600 euros bruts, ça suffira pour les droits sociaux. Alors 600 euros bruts pour un président de SAS, ça fait presque 1100, 1200 euros à payer par la société, étant donné qu'il faut payer les charges patronale et les charges salariales, c'est la société qui paye tout, et in fine, en tant qu'entrepreneur, on va verser 1200 euros pour avoir grosso modo dans les 500 euros net dans notre poche, le reste partant dans diverses cotisations. Je n'ai plus les bulletins sous les yeux, mais je sais que je versais un montant qui était supérieur à 1000 euros pour avoir environ 500 sur mon compte, voire même que 500, des fois c'était 495. Donc, ça me permettait d'ouvrir les droits sociaux et pendant un moment, je me suis dit, écoute, on va se serrer à la ceinture, on va continuer comme ça. Donc, je fais tourner ma société pendant un an. Forcément, il y a eu le Covid, donc ça a ralenti mon activité. Et au bout d'un an, j'envoie tous les trucs au comptable. On arrive à un calcul de dividendes qui me permet de me verser, roulement de tambour, 12 000 euros de dividendes maximum. Du coup, je les ai pris, imposé à la flat tax. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, et ce que le comptable ne m'a pas forcément dit, enfin, en tout cas, sur le papier, il me le présentait comme en disant « Les dividendes sont le moyen de récupérer de l'argent de votre activité le moins taxé possible en France. » Et en gros, il me disait « Voilà, vous allez juste payer 30% de taxes et c'est fini, c'est dans votre poche. » Il y a quand même plusieurs petits panneaux, attention, liés à ça. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle une taxe PUMA, qui fait que si on récupère trop d'argent ou la majorité de notre argent et qu'il n'y a pas un pourcentage qui est issu des revenus du travail, mais que tout vient de dividendes, les dividendes sont associés à des placements financiers. Et donc, ce qui a été introduit, si je ne me trompe pas, pendant le gouvernement de François Hollande, c'est que si on touche trop d'argent
de revenus financiers, donc de dividendes, il y a une taxe qui est appliquée parce qu'on ne gagne pas assez d'argent de revenus du travail, donc on ne cotise pas assez, grosso modo, au niveau social. Ça, déjà, il ne me l'avait pas dit, la fameuse taxe Puma. Donc, j'ai eu de la chance, j'y ai échappé, parce qu'en fait, avec mon salaire minimal de 600 euros brut, faisait que cumuler, et avec ce petit montant de dividendes, je ne dépassais pas le pourcentage, donc in fine, je n'avais pas cette taxe, je n'ai pas subi cette taxe-là. Donc ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, l'autre chose qu'il avait omis de me dire quand il m'a présenté sur le papier, parce qu'il m'a dit voilà, vous payez 30% et c'est à vous, c'est dans votre poche, c'est que les 30% sont payés sur les dividendes une fois qu'on a fait le calcul de l'impôt sur les sociétés. Donc pour les 100 000 euros de chiffre d'affaires, on enlève déjà les 20 000 de TVA. Je fais très très simpliste comme calcul, et ensuite on reprend sur ces 80 000, en considérant que c'est 80 000 de bénéfices, on va aller appliquer le taux d'impôt sur les sociétés dessus, qui est de 15% jusqu'à 32 000 et des, et après qui passe à 25%, donc ça réduit encore d'une certaine partie, et cette enveloppe-là, on la retaxe à 30%. Donc au final, cet argent est taxé, ce qui veut dire que ce n'est pas 30% sur la somme brute, parce que moi, ça m'a été présenté dans le style, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous versez 30 000 à l'État et vous avez 70 000 pour vous. C'est absolument pas ça. On arrive sur quelque chose qui est plus proche des 30-40 000 avec toutes les taxes à supporter. Donc, je me suis retrouvé avec une première année qui était assez médiocre. En gros, j'avais fait dans les 80 000, je crois, de chiffre d'affaires, ce qui n'était pas exceptionnel, mais vu que je me suis pris le Covid en pleine face, et qu'en plus, c'était ma première année, donc j'avais du mal à estimer mon tarif, je me suis dit, bon, je me suis raté, tant pis, eh bien on va devoir se serrer la ceinture sévèrement l'année qui vient, et probablement que l'année d'après on va les taper beaucoup plus haut en termes de dividendes par rapport à ça. Et donc j'ai lancé une deuxième année en SASU, et quand j'ai vu en fait que au fil du temps, mon chiffre d'affaires augmentait, mais que par rapport à toutes les simulations que je faisais, j'arrivais à un montant de dividendes qui allait être dans les 15, 18, 20 000, on n'est pas en fait dans une situation où est-ce que la majorité de mon argent revient dans ma poche. Donc la SASU ne me semblait pas optimale parce qu'en fait par rapport à notre niveau de vie et par rapport à nos besoins, je ne pouvais pas dégager assez d'argent par rapport au montage SASU avec petit salaire et dividendes. Ça ne me permettait pas de tirer l'essentiel de l'argent que je gagnais dans le cadre de cette activité de freelance pour pouvoir vivre correctement. Je gagnais moins d'argent qu'en étant en CDI, en générant plus de cash dans l'entreprise, qui me permettait donc en fait d'en avoir beaucoup plus, et qui me permettait après le comptable de dire oui mais regardez, vous allez pouvoir vous acheter le nouvel ordinateur et il passer en charge et tout ça. Mais en fait, à quoi ça sert d'avoir un PC ultra puissant payé par une société si on n'arrive plus à payer le crédit de sa baraque et qu'on se retrouve à la rue et donc on est bloqué en fait. Donc je me suis retrouvé dans cette situation un petit peu délicate où je devais faire un choix. Est-ce que je vais aller tenter une troisième année en SASU en me disant bon cette fois-ci à partir de ma deuxième année j'ai commencé à mieux savoir estimer la valeur de mon travail, donc peut-être que je gagnais plus, ça va suffire, ou est-ce que du coup c'est peine perdue? Et en fait j'ai voulu arrêter la casse. Alors j'ai arrêté la casse, j'ai dit tant pis, je ferme ma SASU en fin 2022, comme ça je repars après début 2023 avec une auto-entreprise, parce qu'en fait eh bien, je me suis rendu compte qu'en auto-entreprise, on va payer l'URSSAF et qu'après ça va être imposé dans l'impôt sur le revenu avec un abattement. Et qu'au final, en faisant les quelques calculs que j'avais à faire, c'était plus rentable pour moi. Surtout que vu que j'avais passé 2 ans en SASU avec un tout petit salaire et peu de dividendes, mon revenu imposable était très bas par rapport à la configuration de notre foyer, ce qui veut dire qu'en passant en auto-entreprise, j'avais le droit au prélèvement libératoire vu qu'on n'avait pas gagné assez d'argent. Et donc, en fait, ça m'a fait un peu en mode roi du pétrole parce que j'ai réussi à mieux estimer la valeur de mon travail, j'ai réussi à décrocher des contrats à plus forte valeur ajoutée avec un plus haut chiffre, donc j'ai décidé de basculer en auto-entreprise et de voir, tant pis si je dépasse 2 années de suite le plafond, tant pis, je basculerai en entreprise individuelle et je verrai ce que je fais. Et donc en fait, c'est là que j'ai pu récupérer une grosse bulle d'oxygène parce qu'en fait, quand on a une SASU, l'argent qui tombe dans la poche de la SASU tombe dans la poche de la personne morale. Et en France, si on va prendre de l'argent dans la poche de quelqu'un de physique, ça s'appelle du vol. Si on va prendre de l'argent dans la poche de quelqu'un d'une personne morale, ça s'appelle de l'abus de biens sociaux. Dans l'idée, je ne peux pas prendre de l'argent du compte de la SASU sans le faire passer par un processus légal, versement de salaire, versement de dividendes, remboursement de compte courant associé ou n'importe quelle autre façon de faire. Il faut un cadre légal pour aller prendre l'argent dans la société. Ce qui n'existe pas dans d'autres pays comme par exemple Andorre, où est-ce qu'il n'y a pas de distinction entre la personne morale et la personne physique, il y a une distinction au niveau de l'identité, mais vu que c'est moi qui ai créé l'entreprise, qui ai mis mes billes dedans, qui ai
mouillé ma chemise et qui ai pris tous les risques, je peux me servir de la carte de la société. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir déduire ce qui est pour mon usage personnel, mais en fait, je peux, sans qu'il y ait d'abus de biens sociaux, aller prendre dans la caisse de la société si j'en ai besoin vraiment, alors qu'en France, c'est non, et c'est vraiment, je veux dire, presque, en exagérant vraiment grossièrement le trait, il vaut presque mieux vendre de la drogue, c'est moins risqué que de faire ça. Donc, je me suis dit, en auto-entreprise, ça va aller mieux, et effectivement, grosse bulle d'oxygène, avec le prélèvement libératoire, vu que pendant 2 ans, on a vécu au ras des pâquerettes, qu'on a même dû aller chercher des aides sociales, tellement c'était misérable, parce que la majorité de l'argent de la SASU partait dans des prélèvements et des impôts que le comptable n'a absolument pas optimisé, et au contraire, j'ai même plus l'impression qu'il a désoptimisé, plus ses factures à lui qui étaient extrêmement élevées. J'en avais entre 4 et 500 euros par mois de frais de comptabilité pour l'établissement d'un ou deux bulletins de salaire, plus les frais de comptabilité, sans aucun suivi sur ma compta. Eh bien, je suis passé en auto-entreprise et j'y suis actuellement toujours. Et c'est là qu'en fait, j'ai pu retrouver cette bulle d'oxygène d'avoir de l'argent qui vient dans ma poche par rapport à mon travail. Par contre, attention, aujourd'hui, on est en 2024 et je me rends compte que autant en 2023, j'ai eu une année assez morose parce que j'ai passé 6 mois sans mission, vu que j'avais très clairement défini un TJ minimum à 700 € et que je veux absolument du full remote. Pendant 6 mois, j'ai passé 6 mois sans mission, mais c'est pas grave. J'avais prévu de l'argent de côté que j'avais glané en 2022, que j'avais mis de côté. Et donc, à partir de juillet 2023, j'ai pu reprendre une mission et donc recommencer à récupérer de l'argent. Mais ça, c'est parce que j'ai décidé de faire comme ça, et c'est bien tombé d'ailleurs, ça m'a permis de rester sous le plafond. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en 2024, se pose la question, parce que je vois que l'année 2024 commence très fort, est-ce que je vais rester à 100% en auto-entreprise, ou est-ce que je vais recréer une autre société pour une branche de mon activité? C'est-à-dire que là où j'ai fait une erreur au début, selon moi, c'est que j'ai tout mis sous la coupelle de ma SASU, c'est-à-dire la formation, le développement et tout le reste, alors que là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas faire un montage où en fait, je vais garder une partie de mon activité en auto-entreprise, qui serait par exemple soit de la formation, soit de le développement, et passer en SAS, la formation ou le développement, et pour l'instant ce n'est que des plans et des simulations, qui va me permettre en fait de scinder mon activité en deux et d'avoir les avantages de chacun des mondes sans en avoir les inconvénients, et donc pouvoir accélérer sur tout ce que je fais en tant que freelance. Donc ça pour l'instant en gros c'est encore en débat, mais grosso modo si on doit retenir mon évolution au niveau des sociétés, j'ai fait auto-entreprise, SASU pendant 2 ans et auto-entreprise pendant 2 ans, parce que j'ai besoin, à titre perso, au niveau de mon foyer, d'avoir des rentrées de cash qui sont assez importantes par rapport à nos dépenses qui sont mensuelles, qui sont assez élevées, par rapport au crédit de la maison, par rapport aux enfants, par rapport aux activités annexes, tout ça. Donc j'ai besoin d'avoir du cash qui rentre. Je ne peux pas me contenter de dire je vais attendre un an en vivant sur mes économies en me versant un tout petit salaire. Donc pour ça, la SASU n'était pas optimisée. Donc la moralité, c'est que comme je l'ai dit, il n'y a pas du tout de régime parfait ou universel, c'est en fonction de vos objectifs qu'il va falloir choisir l'une ou l'autre structure. Moi par exemple, vu que j'ai besoin de haut niveau de revenus mensuels, eh bien il faut que je puisse les toucher de la façon la moins taxée possible. Donc pour l'instant c'est l'auto-entreprise qui me permet de faire ça. Mais si plus tard j'ai assez de revenus annexes qui ne sont pas liés à ma force de travail et que je n'ai donc pas besoin depuis mon activité de freelance d'avoir un gros retour d'argent dans ma poche, je pourrais très bien rebasculer en SAS pour avoir de l'argent dans une société et faire des investissements au titre de société et récupérer uniquement ce dont j'ai besoin pour compléter ce dont j'ai déjà. Donc il n'y a pas de solution universelle, encore une fois, à adapter en fonction de vos besoins. Comme ça, vous avez un petit peu, on va dire, la fresque historique de là où je suis parti et là où je suis aujourd'hui en 2024, avec éventuellement une projection mentale sur qu'est-ce que je vais peut-être faire sur 2024, 2025, 2026, sans certitude, ça va vraiment dépendre de pas mal de facteurs, mais comme ça, vous savez un petit peu par quoi je suis passé et pourquoi je suis passé par là. Ça permet peut-être de répondre à certaines questions. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de ma vie de dev freelance. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre soutien en mettant une note de 5 étoiles ou un pouce vers le haut. Un petit commentaire fait toujours plaisir et aidera le podcast à être plus visible.
Pour terminer, je vous rappelle que je propose des services autour des technologies .NET, comme de la formation, de l'accompagnement ou du développement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter à l'adresse contact@hts-learning.com ou par mon site https://hts-learning.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.